Bonjour et bienvenue à Média en scène et merci pour cette invitation. Je m'appelle Cédric Riegenbach, je suis le président de la Fresque du climat et on m'a demandé de vous expliquer pourquoi il est urgent d'agir aujourd'hui. On va parler donc de changement climatique et je vais également essayer de répondre pourquoi il est urgent d'agir et également je vais dévier sur pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi jusqu'ici à agir au bon niveau et à la bonne vitesse. Alors, reprenons le problème du changement climatique au début. L'humain est arrivé sur Terre il y a quelques milliers d'années, centaines de milliers d'années, et depuis le néolithique, on s'est sédentarisé, on a inventé l'agriculture, et on a aujourd'hui découvert des énergies fossiles qui sont très pratiques, qui sont le gaz, le pétrole et le charbon, et que l'on utilise dans l'industrie, dans le transport et dans les bâtiments. Et la combustion de ces énergies fossiles émet du CO2. Alors, le CO2 est un gaz à effet de serre, on le sait depuis bientôt 2 siècles, et il va avoir comme conséquence de réchauffer le climat. Alors, fort heureusement, la nature reprend une partie de nos émissions. Un quart est absorbé par la photosynthèse, un autre quart est absorbé par l'océan, ce qui pose problème d'ailleurs, parce que l'océan, du coup, s'acidifie, ça pose des problèmes de calcification, et ça met en danger la vie des micro-organismes comme les ptéropodes et les coccolithophores, qui sont à la base de la chaîne alimentaire de toute la biodiversité marine. Donc l'acidification de l'océan est une des conséquences des émissions de CO2 et pose déjà en elle-même un problème. Donc nos émissions de CO2, une partie d'entre elles, une grande partie, la moitié, va rester dans l'atmosphère et accroître progressivement la concentration dans l'atmosphère. On le sait, depuis le milieu du XXe siècle, nous avons changé la composition de l'atmosphère. C'est quand même quelque chose d'incroyable. L'espèce humaine, une seule espèce parmi les millions d'autres, a été capable, à elle seule, de modifier la composition de l'atmosphère. Donc la conséquence de cette augmentation de concentration, c'est une augmentation de température qui va avoir comme conséquence de faire fondre des glaces. Et donc quand c'est de la banquise, c'est pas grave au niveau de l'élévation du niveau de la mer, parce que ça ne fait pas monter le niveau de l'eau, mais quand c'est des glaces continentales comme les glaciers ou les calottes glaciaires, eh bien là, ça ajoute de l'eau dans l'océan et ça fait monter le niveau de la mer. Sans compter qu'en plus de ça, l'eau se dilate parce qu'elle chauffe et elle prend plus de place. Et donc cette augmentation du niveau de la mer, on peut s'attendre aujourd'hui à de l'ordre de grandeur d'1 mètre d'ici la fin du siècle, mais en réalité, ça pourrait être beaucoup plus parce qu'on ne maîtrise pas encore tous les mécanismes de fonte au niveau des calottes. Alors, on a également des conséquences directes de cette augmentation de température, notamment sur le cycle de l'eau, puisque l'évaporation, qui est le moteur du cycle de l'eau, la fabrication des nuages, la pluie, etc., eh bien, cette évaporation, elle est d'autant plus importante que l'eau et l'air sont chauds, et donc on s'attend à l'avenir, on le constate déjà aujourd'hui, et on s'attend à l'avenir à une intensification du cycle de l'eau. Ce qui veut dire, à certains moments, trop d'eau, à d'autres moments, pas assez d'eau. Donc des crues, des sécheresses et des phénomènes violents, donc notamment des cyclones, dont on s'attend à ce qu'ils soient de plus en plus violents à l'avenir. Donc le portrait n'est pas rose du tout. On peut imaginer toutes les conséquences en aval de tout ça. Donc plus d'incendies, on l'a déjà constaté, des vecteurs de maladies qui se déplacent. Alors à cause du changement climatique, en plus de la déforestation, hein. Donc au hasard, des chauves-souris qui vont rencontrer des pangolins par la suite. Je ne vous fais pas un dessin. Et puis des conditions sur Terre qui vont devenir de plus en plus invivables pour un très grand nombre de personnes, et on peut s'attendre à ce que des millions de personnes, puis des dizaines et des centaines de millions de personnes à terme vont être obligées de se déplacer et d'aller dans les pays d'à côté, voire de venir chez nous. Voilà. Donc on a vu la difficulté à accueillir 10 000 personnes en France récemment. Quand ce sera 1 million ou des millions, ce sera un sacré autre challenge devant nous. Voilà, j'ai fait un portrait très rapide, un peu flippant de ce qui nous attend avec le changement climatique. Alors maintenant, il faut se poser la question de comment est-ce qu'on peut éviter ça. Notre objectif, ce qu'on s'est fixé avec l'accord de Paris, c'est de ne pas dépasser les 2 degrés. Alors pourquoi ces 2 degrés? Parce que c'est un seuil à partir duquel on a des risques d'emballement du climat. À 2 degrés, il ne faut pas imaginer qu'il n'y aura aucune conséquence. Le changement climatique va déjà être très impactant sur nos vies, mais
il restera plus ou moins sous contrôle, alors que si on dépasse les 2 degrés, on commence à rentrer dans une zone d'incertitude dans laquelle il peut y avoir des boucles de rétroaction qui se mettent en place, comme la fonte du permafrost ou des hydrates de méthane au fond de l'océan. Et ces boucles de rétroaction sont un véritable danger parce que donc ça émet du méthane qui lui-même est un gaz à effet de serre et on amplifie le changement climatique dans des proportions qui sont totalement inconnues en fait. Donc on est dans une zone de véritable danger. Donc à Paris, en 2015, on a décidé de ne pas dépasser les 2 degrés et on s'y est engagé. Après, les pays ont pris des engagements qui ne sont pas encore au niveau, mais le but, c'est de ne pas dépasser les 2 degrés. Concrètement, comment est-ce qu'il faudrait faire ? Eh bien, il faudrait diviser par 3 nos émissions au niveau global d'ici 2050. Concrètement, ça veut dire une réduction de 5% par an au niveau mondial. Ce qui veut dire aussi que si on veut être un tout petit peu équitable, il faut qu'il y ait une réduction beaucoup plus importante dans les pays développés pour laisser un petit peu de place aux pays en développement pour qu'ils se développent et qu'ils maintiennent ou voire laissent progresser leurs émissions de gaz à effet de serre à eux. Donc probablement de l'ordre de moins 10% dans les pays développés. Moins 5 à moins 10% par an de réduction de gaz à effet de serre. C'est quelque chose de véritablement monstrueux, vraiment très ambitieux. Ça nous semble hors d'atteinte. Quand on regarde les conséquences de la crise sanitaire aujourd'hui, on est de l'ordre de moins 5 à moins 8% sur les émissions de gaz à effet de serre sur l'année. Et donc, il faudrait que les années qui viennent, on ait des phénomènes du même type, mais qui s'additionnent à chaque fois. C'est vrai qu'il faudrait qu'il y ait un Covid tous les ans, puis l'année d'après, 2 Covid, et puis l'année d'après, ainsi de suite. Alors le Covid, ce n'est pas un bon exemple parce que c'est quelque chose qui est subi et il s'agirait que les émissions, on les réduise de façon organisée et décidée. Donc ce n'est pas du tout le schéma qu'il faut suivre. Mais n'empêche que ça donne un ordre de grandeur de à quel point ça va bousculer l'économie et nos habitudes. Quand on réfléchit à ces sujets, on a tendance à les prendre dans un certain ordre et on se dit, bon voilà, on a un problème avec les émissions de gaz à effet de serre qui viennent des énergies fossiles et du coup, il faut changer d'énergie. Alors, c'est un bon réflexe, mais quand on regarde tout ce qui est produit en termes d'énergie aujourd'hui et qu'on se dit qu'on va remplacer ça par des énergies bas carbone, le chantier est monstrueux et en fait, on n'y arrivera pas dans les temps. On arrive assez vite à la conclusion, quand on regarde la limite sur les ressources disponibles pour faire ces énergies renouvelables ou nucléaires, quand on regarde ça, on arrive à la conclusion qu'on ne pourra pas remplacer la production d'énergie mondiale actuelle par la même quantité. Donc il va falloir également réduire la quantité d'énergie consommée. Aujourd'hui, donc pour moi, on a un peu trop tendance à se focaliser sur cet aspect énergie fossile et décarbonation de l'énergie uniquement. Un ordre de grandeur, tout ce qu'on produit au niveau des énergies renouvelables aujourd'hui, toute la production annuelle des énergies renouvelables, correspond à l'accroissement des émissions, à l'accroissement de la quantité d'énergie fossile sur 1 an et demi. C'est-à-dire qu'en 1 an et demi, en fait, l'accroissement de la consommation d'énergie fossile, eh bien, balaye un siècle d'efforts qu'on a mis à développer les énergies renouvelables aujourd'hui. Donc, les énergies renouvelables ne viennent que s'ajouter aux énergies qui existent déjà. Et on peut généraliser le raisonnement aux énergies bas carbone. Les énergies bas carbone viennent s'ajouter aux énergies fossiles qui sont là aujourd'hui et tout ne fait qu'augmenter. Donc il va falloir passer d'un monde dans lequel ces énergies augmentent à un monde dans lequel ça descend, ça décroît. Donc et quand bien même on ferait ça, donc on va travailler sur l'efficacité énergétique. Si on se dit qu'il faut réduire la consommation d'énergie, le premier réflexe, c'est de se dire on va regarder la consommation de chaque appareil et puis la faire baisser. Voilà. Alors, c'est une bonne idée et il faut le faire. C'est juste quelque chose qu'on fait déjà depuis le début de l'ère industrielle et on gagne de l'ordre de 1 à 2% par an. Donc, c'est assez compliqué d'imaginer que sur ce terme uniquement, on pourrait gagner les 5 à 10% par an dont on a besoin. Et même ne serait-ce que 3 à 4%, ça sera déjà un effort assez incroyable. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir carrément questionner
la question de la croissance économique, du PIB, de qu'est-ce qu'on produit. Et alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on parle de décroissance, parce qu'il faut aussi réfléchir à ce que représente le PIB. Aujourd'hui, il compte des choses qui ne sont pas forcément intelligentes. Mais remettre en cause le PIB, dépasser la notion de PIB, et en tout cas, réfléchir à savoir qu'est-ce qu'on veut véritablement prioriser dans notre consommation dans le secteur, dans le système économique global aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on est passé de la thématique de « j'ai compris le changement climatique » à « je me dis que ça va se résoudre avec les énergies renouvelables », puis je comprends qu'il va falloir également travailler sur l'efficacité énergétique, et même ça ne va pas suffire, donc il va falloir questionner très profondément notre système économique. Ce cheminement que l'on a besoin de faire, il prend du temps, et j'en viens à l'urgence qu'on a devant nous aujourd'hui. C'est celle-là, justement, précisément, c'est-à-dire expliquer le problème du climat, les solutions, le problème des solutions et les solutions qui viennent après. Il va falloir l'expliquer à énormément de monde. On a vu récemment avec la Convention citoyenne sur le changement climatique que quand on prend 150 citoyens pris au hasard dans la population, qui ne connaissent pas spécialement le sujet au début, et qu'on les forme au cours de 5 week-ends au cours de 5 week-ends au cours de l'année, eh bien, à la fin, ils ont bien compris le sujet et ils proposent des solutions qui sont à la hauteur de l'enjeu. Le problème, c'est que quand ces solutions arrivent ensuite devant les autres citoyens, eh bien là, il y a une incompréhension parce que l'ensemble de la population n'a pas eu l'occasion, n'a pas eu la chance de se former pendant 5 week-ends sur le sujet. Et j'ai envie de vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée, parce que je pense avoir une idée de la raison pour laquelle aujourd'hui, on ne prend pas suffisamment au sérieux la question du changement climatique. En tout cas, on n'est pas encore dans le bon ordre de grandeur au niveau des solutions. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a à peu près 11 ans. Donc, je commençais à me former sur les questions de changement climatique et j'avais lu les rapports du GIEC. Et j'étais chez des amis en train de faire une de mes toutes premières conférences sur un écran plat, en mode réunion Tupperware, avec une dizaine d'amis devant moi. Et j'étais en train de leur présenter un graphique et de leur dire, eh bien voilà, aujourd'hui, la concentration en CO2 est de 390 ppm. Et c'était il y a 10 ans, donc ce n'est pas la même concentration qu'aujourd'hui. Et au moment où je dis ces mots, où je dis précisément ces mots-là, je me dis dans le même temps, non mais 390 ppm de CO2, ils le savent forcément. Donc j'étais en train de faire une conférence sur le climat et je me dis, mais mes interlocuteurs savent forcément que la concentration en CO2 aujourd'hui est de 390 ppm. Et puis quelques minutes plus tard, je me suis repris en me disant, mais non, moi-même, il y a quelques mois, j'étais pas au courant. Et comment j'ai pu passer en quelques mois de je ne suis pas au courant à maintenant, je suis persuadé que tout le monde le sait. Tout simplement parce que j'avais moi-même beaucoup travaillé le sujet et je l'avais assimilé. Ça fait partie d'un phénomène qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger et sur lequel je vais m'attarder 2 minutes parce que je pense que c'est quelque chose d'important. L'effet Dunning-Kruger, c'est quelque chose qui a été observé par des psychologues et qui revient à la chose suivante. On a tendance, quand on est ignorant d'un sujet, on a tendance à surestimer nos connaissances et nos compétences sur ce sujet. Et réciproquement, quand on est expert dans un sujet, on a tendance à sous-estimer nos compétences. Alors ça s'est vu assez bien pendant l'épisode du Covid avec un sondage qui est paru dans, je crois dans le Figaro, qui consistait à poser aux Français la question suivante. Est-ce que la chloroquine est efficace contre le Covid ? Et on avait 59% des gens qui pensaient que oui, 20% qui pensaient que non, et seulement 21% qui pensaient qu'ils ne savaient pas. Donc on demande aux Français leur opinion sur une question que la science elle-même n'a pas encore tranchée, et on a des réponses oui ou non. Donc des gens qui ne connaissent pas le sujet, puisqu'objectivement ils ne connaissent pas le sujet, ont un avis affirmé, ils ont très confiance dans leur connaissance, dans leurs compétences sur le sujet, alors que si on avait demandé à un expert, à un scientifique, à ce moment-là, il aurait répondu, eh bien, je ne sais pas, parce qu'on ne sait pas, à l'heure actuelle, on ne sait pas si la chloroquine est efficace, puisqu'on n'a pas encore fait les tests. Donc ça vous illustre très bien cette notion
d'effet Dunning-Kruger. Et c'est important de comprendre le mécanisme qui est derrière. Donc, non seulement, quand on ne connaît pas un sujet, on surestime nos compétences, mais on surestime également, on surestime nos compétences et on sous-estime celles des autres. Et quand on est expert d'un sujet, on a tendance à sous-estimer nos compétences, à être humble et très humble par rapport au sujet. C'est le cas des scientifiques du GIEC, qui sont extrêmement humbles par rapport aux connaissances. Ils mettent en avant toutes les incertitudes qu'ils ont et ils les décrivent à travers les rapports qu'ils émettent. Et je pense également, et c'est le point auquel je voulais en venir, je pense également que quand on est expert d'un sujet, on a tendance à surévaluer les connaissances et les compétences des autres sur ce sujet. Donc c'est ce qui m'est arrivé il y a maintenant 11 ans, quand j'étais en train de faire cette conférence et que j'ai expliqué à mes amis que la concentration en CO2 était de 390 ppm et que j'étais persuadé qu'ils le savaient déjà. Eh bien, je pense aujourd'hui que énormément de gens qui travaillent sur les questions de climat vivent la même chose, c'est-à-dire qu'ils ont compris quel était le sujet. Ils sont passés très vite d'un état d'ignorance à un état de connaissance et de compétence largement suffisant pour dire maintenant je travaille sur les solutions. Et ils passent maintenant une bonne partie de leur énergie à travailler sur les solutions, alors qu'une grande partie de la population autour d'eux n'est pas du tout au courant qu'il y a un sujet, ou en tout cas que le sujet est aussi grave qu'il l'est. Et ma conclusion est la suivante, c'est que je pense que l'agenda de la transition énergétique dans les années qui viennent doit être prioritairement la sensibilisation au changement climatique et doit le rester pendant 3 à 5 ans au minimum. C'est la priorité de notre agenda dans les temps qui viennent. Et c'est pour ça qu'il y a urgence à agir. Il y a urgence à agir avec comme priorité la sensibilisation au changement climatique. Donc, on n'a pas de questions du public, donc je vous propose également de continuer sur le sujet. Comment est-ce qu'on peut travailler sur ce sujet de sensibilisation ? Eh bien, il y a un certain nombre d'acteurs qui ont un rôle à jouer sur ce sujet. Les médias, évidemment, au premier rang, mais également l'enseignement et les entreprises elles-mêmes. Donc les médias qui sont confrontés à une difficulté qui est qu'ils sont malheureusement, et malgré eux, dans une course à l'audience, et ils ont besoin d'avoir un contenu qui parle à leur auditoire. Et quand vous avez d'un côté un scientifique qui essaye de rentrer dans le détail toute la subtilité des connaissances que l'on a, et de l'autre côté, on a des gens qui arrivent avec une posture très affirmée, très sûre d'eux pour expliquer n'importe quoi, eh bien, les médias vont avoir tendance à privilégier cette deuxième solution. C'est ce qu'expliquait d'ailleurs Étienne Klein au cours d'une matinale sur France Inter et qui expliquait ce phénomène, qui expliquait l'effet Dunning-Kruger et le sondage du Figaro dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et en tant que philosophe des sciences et grand amateur et expert de la sensibilisation et de la vulgarisation, expliquait ce phénomène. En fait, les scientifiques sont prudents par définition, par construction, c'est leur discipline qui veut ça. Et ça, c'est relativement incompatible avec le fait d'occuper l'espace public. Donc les médias ont une très grande responsabilité dans le fait d'aller sélectionner les personnes qui vont s'exprimer pour parler des sujets. Et ils vont devoir trouver des interlocuteurs qui ont à la fois la connaissance, la rigueur scientifique et quand même les capacités à s'exprimer et à faire de la vulgarisation, à se mettre à la portée du public pour expliquer les choses avec du tact, de la puissance, une rhétorique, une dialectique qui passe et qui fait son chemin jusque dans la compréhension des auditeurs et des spectateurs. Alors, dans les acteurs qui peuvent jouer un rôle sur ce sujet, on a également l'enseignement qui est très important. Alors, on a souvent le réflexe de dire qu'on va expliquer aux jeunes générations ce qui se passe.
C'est important de le faire, mais c'est important de le faire surtout pour que les jeunes expliquent ensuite à leurs parents qu'ils vont devoir changer quelque chose dans leur vie. Parce que les jeunes générations, ceux qui sont nés au XXIe siècle, arriveront aux manettes du pays beaucoup trop tard pour pouvoir changer les choses et inverser la courbe. Donc c'est à nous, c'est à notre génération, c'est ceux qui sont aujourd'hui en position de pouvoir, d'influence, de communication, de corriger le tir. Il n'empêche que la génération qui arrive va devoir se former, ne serait-ce qu'à changer le monde, puisque c'est ce qui va les occuper tout le reste de leur vie, à changer le monde pour avancer sur le sujet. Alors je propose de regarder quelques questions qui sont arrivées. Non, alors je ne vois pas les questions. Si, c'est bon. Non. Non, je n'ai pas je ne vois pas, j'ai pas accès aux questions. Mais je vais continuer sur ces idées. Donc, on a parlé des médias, on a parlé également de l'enseignement, mais il y a un troisième type d'acteurs qui peuvent avoir un rôle très important à jouer et qui sont les entreprises. Les entreprises aujourd'hui comprennent qu'il se passe quelque chose au niveau du changement climatique et elles prennent des engagements. Elles prennent des engagements quelquefois très ambitieux. On entend des entreprises s'engager à atteindre la neutralité carbone à des échéances proches ou lointaines, 2050, 2030, quelquefois 2030, quelquefois même avant. Une neutralité carbone qui est quelque chose de très ambitieux. Et ces entreprises, si elles veulent effectivement atteindre ces objectifs, vont devoir embarquer avec elles l'ensemble du personnel. Et la proposition que je fais, qui consiste à mettre en priorité la sensibilisation, est valable également pour ces entreprises, parce que sans avoir expliqué à l'ensemble du personnel et des collaborateurs pourquoi est-ce que l'entreprise va devoir se modifier de façon aussi profonde, il y a assez peu de chances qu'elle y arrive et qu'elles arrivent à embarquer avec elles tous les collaborateurs et notamment le management. Alors, je me suis présenté au début en tant que président de la Fresque du Climat, qui est une association qui diffuse un outil qui s'appelle la Fresque du Climat et qui permet en très peu de temps d'expliquer le changement climatique au cours d'un atelier qui est ludique et très interactif, qui est basé sur l'intelligence collective et qui a aussi comme très grand intérêt qu'on forme très rapidement des animateurs à cet atelier. Et donc, on a aujourd'hui eu la chance de rentrer dans un très grand nombre d'entreprises pour faire participer les salariés autour de cet atelier La Fresque du Climat. Et un certain nombre d'entre elles ont eu l'envie d'aller plus loin et ont pris la décision de faire jouer l'ensemble de leurs salariés. Donc, c'est le cas de Suez, c'est le cas d'EDF, c'est le cas également aujourd'hui d'entreprises comme Bouygues, Vinci, qui sont en bonne voie de développer, de déployer très largement ces outils. Et donc, on a des salariés qui vont se réunir un peu partout dans l'entreprise pour comprendre l'enjeu climatique, puis débattre des solutions et de ce qu'il y a à faire. Et les débats, à ce moment-là, vont tourner autour de comment est-ce qu'on peut réduire nos émissions de CO2. Alors, les premiers sujets qui viennent sur la table sont souvent pas du tout à la hauteur. On commence par parler du tri des déchets, et puis au bout d'un moment, on se rend compte que le bilan carbone de l'entreprise, il n'est pas sur ces postes-là. Et puis, on s'attaque enfin aux sujets qui comptent véritablement, comme le déplacement du personnel ou la consommation d'énergie des bâtiments, ou les choses les plus importantes qui sont, en fait, l'activité de l'entreprise elle-même et son cœur de business. Alors, on a une question qui vient vite sur la table, qui est comment est-ce que l'entreprise peut réduire ses émissions de CO2 et à ce moment-là, on est sur les émissions, en fait, les émissions de CO2 dont l'entreprise est responsable. Donc, l'entreprise est responsable d'un certain nombre d'émissions qui sont notamment celles du scope 1 et du scope 2 dans le bilan carbone. Ça, c'est un sujet intéressant, il va falloir s'en occuper. Mais un autre sujet qui est finalement aussi important, si ce n'est encore plus important, est d'identifier les émissions dont l'entreprise est non pas responsable, mais dont elle est dépendante. C'est-à-dire les émissions qui ont forcément lieu si l'entreprise fait son métier.
Donc, je vous donne un exemple d'une émission, d'émissions de CO2 dont une entreprise peut être dépendante sans en être responsable. Eh bien, si votre métier consiste à fabriquer des voitures avec des moteurs thermiques, eh bien, vous n'êtes pas responsable des émissions de ces voitures au cours de leur vie, au cours de leur usage. Par contre, vous en êtes dépendant, puisque si les citoyens décident ou les consommateurs décident d'arrêter d'acheter des voitures ou s'en servent beaucoup moins ou les mutualisent ou autres, de manière à faire baisser les émissions de CO2, eh bien, votre business va décroître. Donc, votre activité est dépendante de ces émissions. Et donc, les entreprises ont deux objectifs véritablement importants. Le premier qui est de réduire leurs émissions directes et celles dont elles sont responsables. Et un autre objectif qui est de réfléchir aux émissions dont elles sont dépendantes. Et les émissions dont elles sont dépendantes est une question importante parce que c'est celle qui va pouvoir réorienter de façon très profonde leur business model pour l'avenir. Certaines entreprises sont sur une activité qui est plutôt bas carbone ou qui fait partie des solutions et elles doivent continuer leur métier, le faire le mieux possible, évidemment décroître leur empreinte au scope 1 et 2, évidemment, mais globalement, elles doivent continuer. À l'autre extrême, certaines entreprises sont plus ou moins condamnées, puisque si l'ensemble des citoyens et si le monde dans son ensemble décide de rester en dessous des 2 degrés, eh bien logiquement, elles n'auront plus de chiffre d'affaires et elles doivent anticiper ce fait. Et entre les deux, il y a un très grand nombre d'entreprises qui ont le choix entre développer plutôt un secteur qu'un autre. Et ces entreprises doivent impérativement se poser la question de savoir quel sera leur métier, leur raison d'être, dans un monde qui décide indépendamment d'elles de rester sous les 2 degrés. Indépendamment d'elle, c'est quelque chose de très important. En fait, une entreprise va avoir la main sur un certain nombre d'émissions qui la concernent. Mais si on veut être cohérent, elles doivent se projeter dans un monde qui, par ailleurs, décide de rester en dessous des 2 degrés, c'est-à-dire qu'un très grand nombre d'acteurs prennent des décisions qui vont dans ce sens-là, et il se passe des choses sur l'économie. Il y a des activités qui baissent en volume, il y a des activités qui sont décarbonées, il y a des activités qui sont abandonnées. Et donc, il y a des produits et des services qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Et si une entreprise veut survivre dans ce monde qui va manifestement se modifier en très grande profondeur, eh bien, elles doivent l'anticiper, l'imaginer. C'est difficile puisque ce monde n'existe pas encore. Elles doivent se projeter dans un monde qui reste sous les 2 degrés et qui change profondément. Donc, ce qui nous attend à l'avenir, c'est précisément ceci, c'est-à-dire un enjeu de sensibilisation très important, un enjeu de montée en compétence de l'ensemble des acteurs sur ces questions de climat, de carbone, c'est-à-dire se former au bilan carbone, se former aux solutions techniques pour réduire les émissions, et également réfléchir en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, à la direction que nous décidons de prendre. Il faut être cohérent et il faut se projeter dans un monde qui décide de rester en dessous des 2 degrés. Aujourd'hui, avec les accords de Paris, on a décidé d'être en dessous des 2 degrés, mais on a pris des engagements individuels par pays qui nous amènent sur une trajectoire de 3 degrés ou 3 degrés et demi, qui ne sont eux-mêmes même pas tenus, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une trajectoire de 4 voire 5 degrés, une trajectoire dans laquelle les boucles de rétroaction peuvent se mettre en œuvre et du coup nous amener à une situation catastrophique. C'est un monde dont nous ne voulons pas. Personne ne veut de ce monde et il ne concerne pas les générations futures, il concerne les générations actuelles, celles qui sont nées après l'an 2000, qui vont véritablement être confrontées à des très très grandes difficultés d'ici la fin de leur vie. Les conséquences du changement climatique ne sont pas proportionnelles à la variation de température, elles sont bien plus que proportionnelles et au-delà de 2 degrés, ça va être très très grave. Donc personne ne veut se projeter dans ce monde-là. Il faut prendre toutes les décisions que nous devons prendre à l'aune de cet objectif. Il faut être cohérent. On décide de rester sous les 2 degrés. On prend des décisions qui sont compatibles avec le fait que les autres acteurs vont le faire également. Et ça, c'est quelque chose de très important. Donc voilà où est l'urgence. Sensibiliser et réaligner les stratégies individuelles, collectives, au niveau des entreprises ou des collectivités locales, à l'aune de cet objectif et de ce grand challenge qu'est le changement climatique. Donc, Médias en scène aborde ce sujet cette année, j'en suis ravi. Et donc, bonne journée sur cette thématique. Merci à vous, merci de votre attention.